Alors louer en confiance, c'est la volonté de réconcilier les propriétaires et les locataires. Je pars d'un constat assez alarmant qui est que les relations entre les propriétaires et les locataires se dégradent et sont basées sur une méfiance réciproque qui s'explique par plusieurs sujets, et notamment le sujet du dépôt de garantie et de la restitution du dépôt de garantie, qui est le premier sujet de litige entre les propriétaires et les locataires. Donc mon objectif, je dresse 37 propositions pour améliorer ces relations, pour améliorer la fluidité dans le parc locatif privé qui compte 6,7 millions de logements, et pour faire en sorte que les professionnels aussi puissent avoir un rôle plus important, une responsabilité plus importante, mais aussi plus d'autonomie pour apporter un service de plus grande qualité encore aux propriétaires et aux locataires. Alors ces 37 propositions, elles se décomposent en plusieurs séries de mesures. Oui. C'est quoi les mesures phares? Alors parmi les mesures phares dans ces 37 propositions, je propose par exemple la consignation obligatoire du dépôt de garantie. Pourquoi cette proposition? Parce que aujourd'hui, le propriétaire en France encaisse le dépôt de garantie donné par le locataire, et j'ai observé un phénomène nouveau qui est que les locataires ont tendance à ne plus payer leur dernier mois de loyer, et donc on est dans un rapport vraiment perdant-perdant entre le propriétaire et le locataire qui continue à se méfier l'un de l'autre. L'avantage de la consignation obligatoire du dépôt de garantie, c'est justement de placer ces dépôts de garantie auprès d'un organisme agréé par l'État, un organisme neutre, qui justement sera garant de cette bonne relation et de la bonne restitution du dépôt de garantie. Par ailleurs, pour les professionnels et pour l'ensemble du marché, je propose que demain, un propriétaire, soit il continuera à gérer son bien en direct, de particulier à particulier, il reste libre d'utiliser son bien comme il l'entend, soit il passe par un professionnel, et dans ces cas-là, il sera complètement sécurisé. Sécurisé sur les impayés de loyer, sécurisé sur la dégradation, avec un nouveau modèle de mandat de gestion obligatoire que je couple avec un nouveau dispositif assurantiel qui permettra à des cabinets qui ont une centaine de lots ou des milliers de lots de pouvoir assurer cette garantie totale aux propriétaires. Donc vous renforcez le pouvoir de l'agent immobilier, on peut dire ça? Alors je crée des outils pour que l'agent immobilier puisse sécuriser le bailleur, parce que je pense que ça doit être au cœur d'un nouveau cercle vertueux dans le marché du logement, et en particulier sur le parc locatif privé. En sécurisant les bailleurs, on permet aussi de rendre plus souple la sélection du propriétaire, puisque du locataire, pardon. Parce que les propriétaires, ce qu'ils nous demandent, c'est d'être garantis contre les impayés, contre les dégradations, et à partir de là, ils sont même prêts à faire certaines concessions sur le profil des locataires, en acceptant par exemple des locataires qui auraient des taux d'effort plus importants que ce que les critères d'aujourd'hui, c'est-à-dire 3 fois le loyer, c'est-à-dire le statut CDI, tout ça, c'est des choses qui évoluent, la société évolue, et donc moi je veux permettre aussi aux propriétaires, aux locataires de mieux s'entendre grâce à une intervention plus forte des agents immobiliers. Vous invitez les agents immobiliers aussi à jouer le rôle anti-discrimination au moment de la sélection des dossiers? Tout à fait, j'ai reçu à plusieurs reprises les représentants des agents immobiliers, et sur ce sujet de la lutte contre la discrimination, on ne peut pas se satisfaire de la situation. Il y a une opération de testing qui a été réalisée récemment par SOS Racisme et qui montrait que 51% des agences testées pratiquaient la discrimination. Or, quand on veut être un tiers de confiance, et c'est ce à quoi aspirent les agents immobiliers dans la relation entre bailleurs et locataires, on doit aussi être exemplaire. Donc je demande, et j'en ai parlé avec les agents immobiliers, avec leurs représentants, de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Pour atteindre ces résultats, je pense qu'il faut améliorer la formation continue notamment, c'est-à-dire que sur les 42 heures prévues aujourd'hui dans la formation continue sur 3 ans, je propose d'y ajouter 3 heures dédiées à la lutte contre les discriminations. Et enfin, je propose de généraliser les opérations de testing comme celle qui a été réalisée par SOS Racisme et qui nous permettra sur le temps d'observer les évolutions et de prendre les mesures adéquates. Et pour autant, vous avez constaté que ces discriminations, finalement, elles sont supérieures quand elles sont pratiquées de particulier à particulier? Oui, on le voit notamment dans les saisines des commissions départementales de conciliation qui essaient de gérer à l'amiable les litiges entre propriétaires et locataires avant qu'ils ne saisissent la justice. Ce qui se passe en effet, c'est que dans le parc qui n'est pas intermédiaire, dans le parc de location de particulier à particulier, on constate beaucoup plus d'infractions à la loi, qu'il s'agisse des discriminations, qu'il s'agisse des niveaux de loyer pratiqués. L'agent immobilier doit être le garant du respect de la loi
au profit du propriétaire comme du locataire. Et c'est ce en même temps qui est important dans mon rapport, c'est l'équilibre entre les droits et les devoirs des uns et des autres et de les faire respecter évidemment. Comment ils accueillent vos mesures, les agents immobiliers aujourd'hui? Alors j'attends de les voir et de les entendre, mais je crois que beaucoup de chemin a été fait. Moi je travaille sur les questions de logement depuis que j'ai été élu depuis 2 ans. On a travaillé ensemble sur la loi Elan, donc je les ai reçus à plusieurs reprises. Je crois qu'ils ont pu faire part de leurs propositions et eux-mêmes ont fait, j'allais dire, cet effort d'aller vers la sécurisation totale du propriétaire. Je crois qu'ils y sont prêts. Maintenant, moi je propose de leur donner les outils pour pouvoir mener ce nouveau mandat de gestion à terme. La suite pour ce rapport, c'est quoi le calendrier? Alors la suite pour ce rapport, dans les 37 propositions, il y a des mesures d'ordre législatif, donc qui nécessitent des modifications qui passeront par une proposition de loi que j'élaborerai avec mes collègues parlementaires de La République En Marche pour présenter un texte au mois de septembre. Il y a certaines mesures réglementaires, par exemple la formation continue des agents immobiliers. Il s'agit d'un décret qui aurait dû être pris depuis 2014, depuis la loi Allure, qui n'avait pas été pris. Donc c'est un travail que l'on va mener avec les services de l'État, avec le ministère du Logement. Et enfin des mesures d'ordre de l'information, parce que je pense qu'il est important de favoriser cette information. On entend à la fois sur les relations bailleurs-locataires, sur les questions de rénovation énergétique, sur les droits et devoirs justement de chacune des parties, beaucoup de choses bien différentes. Je crois que les citoyens sont un peu perdus aujourd'hui de ce qui prévaut dans le monde du logement. Et donc assurer une meilleure information, ça passe par une meilleure coordination des acteurs sur le terrain, parce qu'on a des acteurs de grande qualité en France, qu'il s'agisse des agences départementales pour l'information sur le logement, qu'il s'agisse de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, ou de l'ADEME pour ce qui concerne les espaces info-énergie et l'accompagnement sur la rénovation énergétique. Mieux faire travailler tout le monde ensemble. Peut-être créer une marque ombrelle aussi des maisons de l'habitat qui se développent dans tous les territoires et faire en sorte que tous ces acteurs qui ont une expertise particulière puissent la mettre au service de tous les Français sur tous les territoires, que l'on soit en zone tendue ou en zone détendue. Et ça peut être envisageable à quelle échéance, quel horizon? Ça, je pense que les discussions doivent se poursuivre, certains acteurs y sont prêts, donc moi je souhaite que plus tôt on permettra de mettre en œuvre ces outils, plus tôt on améliorera la vie de millions de Français, qu'ils soient locataires ou qu'ils soient propriétaires. C'est une affaire de quelques mois? Je l'espère, je vais tout faire pour que ce soit une affaire que de quelques mois. Et pour le décret, le fameux décret sur la formation continue, c'est un travail que l'on va élaborer avec notamment la DHUP, la Direction Habitat, Urbanisme et Paysage du ministère du Logement. Les décrets sont en train d'être pris sur la loi Elan, donc ce travail sur les décrets est en cours. Et donc je compte m'intégrer dans ce travail qui est en train d'être réalisé. On va parler de quelques semaines? Je l'espère là aussi, je ne veux pas m'engager trop tôt, mais je pense que ça pourrait être fait assez rapidement à partir du moment où l'ensemble des acteurs décident de contribuer aussi à ce nouveau décret. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes tombé dans le logement. Alors je suis tombé dans le logement, j'ai voulu m'impliquer sur ces sujets dès mon élection. D'abord parce que pour moi c'est la question du quotidien par excellence. Que l'on soit propriétaire, locataire, ou que malheureusement on rencontre une difficulté dans la vie et qu'on se retrouve sans domicile, la question du logement est prégnante pour l'ensemble des Français. Et je crois pouvoir apporter ma pierre à l'édifice pour apporter de nouvelles solutions et pour améliorer ce quotidien. Parce que le quotidien dans le logement, c'est à la fois en moyenne 26% du budget consacré par les Français sur le logement, et c'est beaucoup de galères au quotidien. Des petites choses parfois, mais qui peuvent empoisonner le quotidien. Et je me dis, si avec ce rapport, si avec le travail que je mène à l'Assemblée sur le logement, bien, je peux améliorer la vie des Français, voilà, c'est vraiment mon objectif pour ce mandat. Et à titre perso, est-ce que c'est des galères que vous avez connues? Oui, moi je viens d'une famille modeste, je suis originaire de Toulouse, j'ai voulu avoir des expériences professionnelles à Paris et j'ai été empêché notamment par la question de l'accès au logement où quand vous n'avez pas les garants qui peuvent se porter caution pour vous, parce qu'eux-mêmes ne gagnent pas assez par rapport aux critères imposés aux locataires, eh bien vous manquez des opportunités professionnelles. C'est aussi très stigmatisant pour le locataire et pour les familles
famille quand on se voit refuser l'accès à un logement. Je ne le souhaite à personne et donc moi je veux contribuer aujourd'hui à ce que ça n'arrive pas à d'autres et que chacun, quelle que soit sa situation, puisse trouver une solution de logement, là aussi partout sur le territoire, et quels que soient les choix de vie que l'on fait, que l'on habite à Paris, que l'on habite en région, quels que soient les parcours de vie, parce que c'est une question de parcours de vie avec le logement, et c'est ça qui est passionnant, et c'est à ça que je veux contribuer. Vous êtes propriétaire ou locataire aujourd'hui? Alors j'ai longtemps été locataire, aussi en colocation, et il y a peu je suis devenu propriétaire en achetant un appartement à Toulouse, la ville où je suis né, où je suis élu.